mécanisme, la MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit prouve qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. La MHD, c'est l'art et la manière de se déplacer dans un fluide en agissant sur ce fluide avec des forces électromagnétiques. Je veux dire, quand on vole ou quand on se propulse, il y a trois façons de faire. La première, c'est de battre des ailes, ou d'utiliser une hélice qui n'exerce qu'une aile tournante. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et la troisième, comme indiqué dans ma bande dessinée Le mur du silence, ça consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant soi. Donc autrement dit, une machine MHD, ça fonctionne comme une taupe qui aspire l'air devant elle. Et les calculs, les expériences montrent que ces aspirations peuvent être extrêmement puissantes. Donc une machine comme ça arrive pratiquement à faire le vide devant elle. Et comme elle a la pression atmosphérique derrière, elle peut se propulser à des vitesses qu'on peut estimer aller jusqu'à 15 000 km/h en air dense. Et c'est totalement impossible. Actuellement, avec des modes de propulsion conventionnels, on est limité à très peu au-dessus de la vitesse du son en air dense. Regardez bien ces images, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la MHD, les travaux que vous poursuivez? Moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon, qui est un petit peu inexplorée, consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine. Qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Evry Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant: les ovnis, ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques. Or, à une vitesse de genre, on devrait avoir un bang supersonique. Or, les gens disent c'est silencieux. Donc, comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très polaire de la part des scientifiques, et puis année après année, cette thèse s'est confortée. Et bon, ça ce sont des rapports, il y en a plein les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié deux articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis, quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'enseignement Turlu qui est paru chez Belin et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Si je comprends bien, ce système MHD, ça fonctionne dans l'air. Bien sûr. Mais dans le vide. Ça n'a rien à voir. Je veux dire que si on doit... Parce que là, évidemment, on achoppe sur deux choses. Il y a le déplacement aérien d'objets très rapides sans faire de bruit. Et après, comment aller d'une étoile à l'autre? Ou même simplement comment se sustenter en lévitation apparente sans créer de courant d'air, comme chose pour laquelle il y a des témoignages. Bon, moi je dis, si le phénomène ovni correspond à une réalité physique, il y a deux systèmes en fonctionnement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous voulez dire un système pour le voyage intersidéral, disons, oui. et un système pour le voyage en atmosphère. Intra-atmosphérique. Mais les deux pouvant éventuellement se combiner. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez une trajectoire comme ça et que vous avez un virage à angle droit, il est évident que ce n'est pas la MHD qui assure le virage à angle droit. C'est autre chose.
Est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée de cette autre chose? Oui, ça je l'ai développé dans mon dernier livre. Et si vous voulez, il y a une chose, c'est que dans ce problème du voyage interstellaire, on se heurte classiquement sur le thème de la limitation à la vitesse de la lumière. Tous les scientifiques diront la prochaine étoile est à 4000 lumières, au 10e ça fait 40 ans aller, 40 ans en retour. Vous n'imaginez pas des voyages qui durent des siècles, ça n'est pas possible. En attendant une vie de 200 000 ans, Jean-Pierre Petit a une autre idée basée sur les travaux du savant soviétique Andreï Sakharov. Sakharov dit beaucoup de choses dans ses articles. Le point de départ de ses travaux, c'est l'absence avérée d'antimatière. Vous savez que dans la théorie du Big Bang, il doit s'être créé autant de matière que d'antimatière. Hein? Or, cette antimatière cosmologique, on ne l'observe pas, parce que si elle existait, elle donnerait lieu à des annulations qui ne passeraient pas inaperçues dans le cosmos. Donc cette question est tellement gênante qu'on en est arrivé même à ne plus la soulever. Et la seule réponse existante, c'est celle donnée par Sakharov en disant « elle a fichu le camp dans un univers jumeau ». Et l'univers de Sakharov, l'univers jumeau d'une autre, c'est l'univers d'antimatière. On a à ce moment-là deux univers qui sont... Le mot univers parallèle, à ce moment-là, est parfaitement bien choisi. On a un trajet à effectuer d'un point A à un point B, et au lieu de l'effectuer ici, eh bien, on va l'effectuer dans le second univers. Et dans ce second univers, il n'y a absolument aucune raison pour que la vitesse de la lumière soit égale à la vitesse de la lumière du premier univers. Ce qui fait qu'on gagne sur cette vitesse d'univers. Si elle est 50 fois plus élevée, en étant au 10e de la vitesse de la lumière, on donne l'impression d'avoir été beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu le métro express. Je crois qu'il faut trouver des mots pour... vous êtes à Paris, vous voyez quelqu'un qui est allé d'un point A à un point B, vous dites mais comment est-ce que vous avez fait? Vous ne pouvez pas avoir couru à 60 km/h. Non, j'ai pris le métro. Alors la question centrale, l'univers a-t-il un métro? Parce que les gens disent, bon, vos théories, qu'est-ce que ça donne au point de vue des observations? Alors, vous savez ce que c'est qu'une galaxie? C'est une espèce de disque plat comme ça, avec éventuellement des bras spiraux. Ça tourne à une certaine vitesse. Vous prenez notre Voie lactée, là où nous habitons. Nous avons un soleil qui tourne à 230 km par seconde. Il a une force centrifuge. Compte tenu de la masse qu'on comptabilise, il y a longtemps qu'on aurait dû foutre le camp. Explication gémellaire, autour de la galaxie, on a une antigalaxie qui se comporte un peu comme une coque, qui est pour elle répulsive et qui la confine. On voit se dessiner une galaxie barrée, parfaitement stable, et autour, l'antigalaxie se structure comme ça, avec des espèces de cacahuètes, et elle pilote cette galaxie. Là, je m'avance, je pense qu'on a percé le secret des galaxies spirales. Donc, si vous me demandez mon avis à moi, est-ce que je crois que l'univers est gémellaire? Je dirais qu'il y a de fortes probabilités pour que ça le soit, parce qu'il marche nettement mieux que l'univers classique. Donc à ce moment-là, si c'est ainsi, c'est que, en tant qu'expert, le problème du voyage interstellaire doit être considéré. Avec un seul univers, on ne s'en sortait pas. Avec deux, le problème reste ouvert. Pour finir, où est-ce qu'en sont ces travaux vis-à-vis de la communauté scientifique? Bon, il y a 7-8 ans, c'était le blocus et l'hostilité. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait d'hostilité. Mais lorsqu'on pose la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on essaye de démarrer des recherches concrètes, eh bien, les couloirs sont vides, les téléphones ne répondent pas, les gens ne sont plus là. Et on peut se poser la question... Pourquoi une telle attitude face à ce problème qui est rationnel, qui budgétairement est tout à fait modeste, qui scientifiquement est tout à fait construit? Bon, ne pas trouver de répondant, la seule explication, moi ça me semble être la peur. Ils ont vraiment peur qu'on aborde ce problème-là de front. Imaginez un physicien, là, je voudrais que vous réfléchissiez à cela, messieurs, et que tout le monde y réfléchisse. Imaginez un chimiste au XIXe siècle, à qui l'on aurait fourni l'occasion d'un témoignage sur l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Et il aurait raconté ça à ses collègues à l'Académie des sciences à Paris. Les collègues auraient répondu quoi? Ils auraient répondu, votre truc c'est impossible. Parce qu'on connaît les lois de la physique, on sait très bien que dans un volume comme cette espèce de cylindre que vous prétendez avoir vu exploser, je m'excuse, je finis, on comprend très bien qu'on ne peut pas accepter que ça ait dégagé cette énergie ni ce rayonnement pénétrant et cette lumière. C'est impensable. Et admettre un tel phénomène, ça serait violer les lois de la physique. En réalité, les lois de la chimie, je m'excuse, ne sont aucunement violées par la bombe thermonucléaire. Et je suis convaincu qu'il y a un tas de phénomènes dans la nature et qui exigeront, et je ne veux pas faire de science-fiction parce que je refuse de dire justement, contrairement aux auteurs de science-fiction, de vous bâtir ces phénomènes, de vous dire comment les lois en question arriveront, mais je n'en sais rien, c'est l'avenir de la science, monsieur. Mais est-ce que vous voyez exactement où je veux en venir? Je veux dire, vous n'avez pas le droit de poser des impossibilités en physique. Compte tenu de la masse qu'on comptabilise, il y a longtemps qu'on aurait dû foutre le camp. Explication gémellaire, autour de la galaxie, on a une antigalaxie
qui se comporte un peu comme une coque, qui est pour elle répulsive et qui la confine. On voit se dessiner une galaxie barrée, parfaitement stable, et autour, l'antigalaxie se structure comme ça, avec des espèces de cacahuètes, et elle pilote cette galaxie. Là, je m'avance, je pense qu'on a percé le secret des galaxies spirales. Donc, si vous me demandez mon avis à moi, est-ce que je crois que l'univers est gémellaire? Je dirais qu'il y a de fortes probabilités pour que ça le soit, parce qu'il marche nettement mieux que l'univers classique. Donc à ce moment-là, si c'est ainsi, c'est que, en tant qu'expert, le problème du voyage interstellaire doit être considéré. Avec un seul univers, on ne s'en sortait pas. Avec deux, le problème reste ouvert. Pour finir, où est-ce qu'en sont ces travaux vis-à-vis de la communauté scientifique? Bon, il y a 7-8 ans, c'était le blocus et l'hostilité. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait d'hostilité. Mais lorsqu'on pose la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on essaye de démarrer des recherches concrètes, eh bien, les couloirs sont vides, les téléphones ne répondent pas, les gens ne sont plus là. Et on peut se poser la question... pourquoi une telle attitude face à ce problème qui est rationnel, qui budgétairement est tout à fait modeste, qui scientifiquement est tout à fait construit? Bon, ne pas trouver de répondant, la seule explication, moi ça me semble être la peur. Ils ont vraiment peur qu'on aborde ce problème-là de front. Imaginez un physicien, là, je voudrais que vous réfléchissiez à cela, messieurs, et que tout le monde y réfléchisse. Imaginez un chimiste au 19e siècle. N'imaginez pas des voyages qui duraient des siècles, ça n'est pas possible. En attendant une vie de 200 000 ans, Jean-Pierre Petit a une autre idée, basée sur les travaux du savant soviétique Andreï Sakharov. Sakharov dit beaucoup de choses dans ses articles. Le point de départ de ses travaux, c'est l'absence avérée d'antimatière. Vous savez que dans la théorie du Big Bang, il doit s'être créé autant de matière que d'antimatière. Or, cette antimatière cosmologique, on ne l'observe pas, parce que si elle existait, elle donnerait lieu à des annihilations qui ne passeraient pas inaperçues dans le cosmos. Donc cette question est tellement gênante qu'on en est arrivé même à ne plus la soulever. Et la seule réponse existante, c'est celle donnée par Sakharov en disant « elle a fichu le camp dans un univers jumeau ». Et l'univers de Sakharov, l'univers jumeau d'une autre, c'est l'univers d'antimatière. On a à ce moment-là deux univers qui sont... Le mot univers parallèle, à ce moment-là, est parfaitement bien choisi. On a un trajet à effectuer d'un point A à un point B, et au lieu de l'effectuer ici, eh bien, on va l'effectuer dans le second univers. Et dans ce second univers, il n'y a absolument aucune raison pour que la vitesse de la lumière soit égale à la vitesse de la lumière du premier univers. Ce qui fait qu'on gagne sur cette vitesse d'univers. Si elle est 50 fois plus élevée, en étant au 10e de la vitesse de la lumière, on donne l'impression d'avoir été beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu le métro express. Je crois qu'il faut trouver des mots pour... vous êtes à Paris, vous voyez quelqu'un qui est allé d'un point A à un point B, vous dites mais comment est-ce que vous avez fait? Vous ne pouvez pas avoir couru à 60 km/h. Non, j'ai pris le métro. Alors la question centrale, l'univers a-t-il un métro? Parce que les gens disent, bon, vos théories, qu'est-ce que ça donne au point de vue des observations? Alors, vous savez ce que c'est qu'une galaxie? C'est une espèce de disque plat comme ça, avec éventuellement des bras spiraux. Ça tourne à une certaine vitesse. Vous prenez notre Voie lactée, là où nous habitons. Nous avons un soleil qui tourne à 230 km par seconde. Il a une force centrifuge. Deux articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis, quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'enseignement Turlu qui est paru chez Belin et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Si je comprends bien, ce système MHD, ça fonctionne dans l'air. Bien sûr. Mais dans le vide. Ben, ça n'a rien à voir. Je veux dire que si on doit... Parce que là, évidemment, on achoppe sur deux choses. Il y a le déplacement aérien d'objets très rapides sans faire de bruit. Et après, comment aller d'une étoile à l'autre? Ou même simplement comment se sustenter en lévitation apparente sans créer de courant d'air, comme chose pour laquelle il y a des témoignages. Bon, moi je dis, si le phénomène OVNI correspond à une réalité physique, il y a deux systèmes en fonctionnement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous voulez dire un système pour le voyage intersidéral, disons, oui. et un système pour le voyage en atmosphère. Intra-atmosphérique. Mais les deux pouvant éventuellement se combiner. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous avez une trajectoire comme ça et que vous avez un virage à angle droit, il est évident que ce n'est pas la MHD qui assure le virage à angle droit. C'est autre chose. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que vous avez une idée de cette autre chose? Oui, ça je l'ai développé dans mon dernier livre. Et si vous voulez, il y a une chose, c'est que
dans ce problème du voyage interstellaire, on se heurte classiquement sur le thème de la limitation à la vitesse de la lumière. Tous les scientifiques diront la prochaine étoile est à 4000 lumières, au 10e ça fait 40 ans aller, 40 ans en retour. Les MHD, les travaux que vous poursuivez. Ben, moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon qui est un petit peu inexplorée consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, bien, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine, qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Evry Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant: les ovnis, ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques, or à une vitesse de genre on devrait avoir un bang supersonique, or les gens disent c'est silencieux. Donc comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très polaire de la part des scientifiques et puis année après année, cette thèse s'est confortée et bon, ça ce sont des rapports, il y en a plein les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié... La MHD, comme disent les spécialistes, est un nouveau principe de propulsion. Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit prouve qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. La MHD, c'est l'art et la manière de se déplacer dans un fluide en agissant sur ce fluide avec des forces électromagnétiques. Je veux dire, quand on vole ou quand on se propulse, il y a trois façons de faire. La première, c'est de battre des ailes, ou d'utiliser une hélice qui n'exerce qu'une aile tournante. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et la troisième, comme indiqué dans ma bande dessinée Le mur du silence, ça consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant soi. Donc autrement dit, une machine MHD, ça fonctionne comme une taupe qui aspire l'air devant elle. Et les calculs, les expériences montrent que ces aspirations peuvent être extrêmement puissantes. Donc une machine comme ça arrive pratiquement à faire le vide devant elle. Et comme elle a la pression atmosphérique derrière, elle peut se propulser à des vitesses qu'on peut estimer aller jusqu'à 15 000 km/h en air dense. Et c'est totalement impossible. Actuellement, avec des modes de propulsion conventionnels, on est limité à très peu au-dessus de la vitesse du son en air dense. Regardez bien ces images, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la